Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à tous et à toutes. Ici Jocelyne Adrian-Meptoul, depuis l'ONU à New York, qui célèbre cette année les 30 ans de la Conférence mondiale des femmes de Pékin, en 1995, qui a constitué une étape historique dans l'évolution des droits des femmes au niveau international. En effet, les 189 pays rassemblés à Beijing ont unanimement promis de, je cite, « faire progresser ces objectifs d'égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes dans le monde entier ». À l'occasion de ses 30e anniversaire, Femmes du Monde et réciproquement a choisi de réaliser sur place, au siège des Nations Unies, une série spéciale de 6 interviews portraits de femmes engagées des 5 continents, avec le soutien spécifique de la Fondation Raja Daniel Marcovici. Aujourd'hui, nous accueillons la péruvienne Gladys Acosta Vargas, qui a été longtemps au comité CIDO, et qui a fait l'essentiel de sa carrière à UN Women et à l'UNICEF. Chère Gladys, vous étiez à Pékin il y a 30 ans. Vous allez pouvoir nous parler des avancées et parfois des reculs constatés. Mais je vous laisse d'abord vous présenter. Merci beaucoup pour cette interview. Et d'abord, je m'appelle Gladys Acosta et je suis avocate de profession. Mais avant, j'ai fait des études de sociologie à Paris. Donc, j'ai ma maîtrise de la Sorbonne. Et donc, je suis contente de faire ça en français aussi, parce que c'est une langue que j'aime beaucoup. Et oui, moi, j'étais à Pékin. Mais en fait, le travail international, pour moi, a commencé dans les années 90, parce que nous avons décidé de faire un impact international pour développer cette notion que les droits des femmes, c'est des droits humains. Parce que avant, on pensait que les droits des femmes étaient une espèce d'appendice non séparé des droits fondamentaux. Et donc, nous avons dit que ça suffisait et que pour la deuxième conférence des droits de l'homme qui a eu lieu à Vienne en 93, et nous allions discuter ça. Et nous avons fait un travail que je considère vraiment extraordinaire avec les femmes diplomates, avec les femmes de l'académie et bien sûr les femmes des mouvements féministes, des mouvements des femmes. Et avec ce travail politique que je pense a été à la base de tout l'avancement à l'ONU depuis 75, si on peut dire. Et nous avons quand même réussi en 93 à introduire dans le plan, la déclaration de la conférence des droits de l'homme, que les droits de la femme, les droits des femmes, ce sont des droits humains. Comment trouvez-vous cette session en 2025 par rapport à celle de Pékin en 1995 ? Évidemment, Pékin a été un moment historique très important. Moi, j'ai l'impression que c'est là où nous avons découvert d'une certaine façon que nous étions tous égales. Et donc, les femmes de tout le monde, de partout, les femmes qui étaient là comme déléguées des États, les femmes qui étaient là comme déléguées des NGO, et les femmes des mouvements qui étaient là, des milliers de femmes. Justement, on va parler des femmes autochtones. Elles étaient là aussi, et c'était le premier document international qu'elles ont réussi à rédiger ensemble et donner au monde, qu'elles aussi voulaient être écoutées. Donc, je pense que leur voix était très importante. Ça a été la voix des femmes de partout. Donc, je pense que Beijing a ouvert une porte grande et internationale pour les droits des femmes, qui était ambitieuse, même si elle est d'une certaine façon limitée
on va dire, parce que à ce moment-là, les ONG, nous voulions beaucoup plus. Mais quand on regarde aujourd'hui, on se dit qu'on a beaucoup réussi dans la plateforme, même si ce n'était pas tout ce qu'on voulait. Mais je crois que si on parle de l'aujourd'hui 2025, moi je ne suis pas pessimiste. Je dois dire, le monde va mal, mais les femmes ont avancé énormément. Donc cela ne peut pas s'effacer. Toutes ces 30 ans ont été 30 ans de lutte, beaucoup de lutte, parce que tout ce que les femmes réussissent dans leurs états, c'est parce qu'elles luttent. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas donné. Ce que nous avons à notre faveur aujourd'hui, c'est que nous avons les lois, nous avons les institutions, et nous avons une opinion publique, quand même, qui sait que les femmes sont là. Même s'il y a des courants qui vont dans le sens contraire. Et ça, on pourra en parler un peu plus. Merci. C'est important d'avoir un certain optimisme car depuis Paris, nous avons tendance à être particulièrement pessimistes parce que nous voyons les mouvements anti-droit se développer. Mais si on mesure le chemin parcouru, il y a de réels progrès. Ils sont indéniables dans tous les domaines. Et effectivement, il ne faut pas qu'on voit tout en noir. Et vous avez raison quand vous dites que tout cela, c'est le résultat de la lutte des femmes elles-mêmes. Pour autant, est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous ressentez des régressions inquiétantes qui se produisent encore dans le monde entier ? Et puis, qu'est-ce qui reste à faire ? Évidemment, tout ne va pas bien. Mais je pense qu'il faut analyser le système économique du monde. Donc, il me semble que cette poussée néolibérale des années 90 en avant, et ça a été contre le peuple. Il y a beaucoup qui se sont enrichis et il y en a beaucoup qui se sont appauvris. Donc, le système économique présente des limites pour les causes importantes comme la cause des femmes. Moi, je pense que c'est là où il faut penser qu'il faut qu'il y ait un changement. C'est-à-dire, ça ne peut pas continuer à être comme ça. Mais pour ça, à mon avis, il faut quand même regarder ce qu'il y a à la base. Je vais mettre l'exemple de femmes autochtones. Oui. Parce que je pense que le système économique et le système politique des peuples autochtones méritent quelque chose de plus que cette vue, je veux dire, exotique et culturaliste. Moi, je pense que eux, d'abord, ils ont une expérience de vie communautaire qui est très importante. Ils ont un rapport à la terre qui est aussi très important. Donc, leur réalité est directe. La façon dont ils gèrent la vie commune, à mon avis, n'a pas été bien comprise jusqu'à maintenant. Donc, évidemment, on ne peut pas idéaliser, mais je crois qu'il faut commencer à regarder ailleurs, changer ce système économique. Donc, on peut dire on va mal, mais il y aura un futur. Donc, combien de fois l'histoire a fait ça ? Je pense que si on oublie l'histoire, on n'a rien compris. Donc, aujourd'hui, on est à un moment très difficile parce que même les guerres ont une importance économique. Bien sûr. Donc, il y a beaucoup d'autres raisons, mais l'économie est là, au cœur des guerres aujourd'hui. Donc, moi, je crois qu'il y a un futur. Mais évidemment, combien de temps ça va durer ? La situation d'impuissance que nous avons aujourd'hui, peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. Parce que c'est un fin de cycle. Oui, et d'ailleurs, quand vous parlez des guerres et d'un système économique qu'il faut réformer, est-ce que ce n'est pas plus largement le système de gouvernance mondiale qu'il faut réformer ? Parce que les guerres sont le fait des hommes, pas des femmes, vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes chefs d'État dans le monde. Mais en revanche, ce sont les femmes les premières victimes des guerres. Donc c'est bien le système de gouvernance qu'il faut remettre en question si on veut avoir une société, une planète,
plus paisible et plus juste. Vous avez tout à fait raison. Moi, je pense que la gouvernance est très, très importante. Et là aussi, on n'a pas clarité sur le futur, comment il sera. Mais il ne sera pas comme il est aujourd'hui. C'est la seule chose qu'on sait. Tout à l'heure, vous aviez évoqué la situation des peuples autochtones dans votre pays, le Pérou et en Amérique latine. J'aimerais vous demander, pour vous, quels sont les principaux enjeux géopolitiques en matière de droits des femmes et quelles sont les avancées notables et ou les reculs? Je pense que si on regarde les droits fondamentaux des femmes, et je vais parler de la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, évidemment, le travail est quelque chose de très important. Donc, il y a 13 éléments qui sont presque impossibles à détacher. C'est le travail, c'est la santé, c'est l'éducation. Donc, ces 3 éléments, je pense, de la politique publique, vraiment ont été trop importants pour les femmes, et les femmes s'y sont mis tardivement. Par exemple, le droit à l'éducation. C'est seulement 30 ans dans ma région que les femmes ont accès à l'éducation. Donc, C'est rien. c'est rien. Moi, par exemple, je suis la première professionnelle dans ma famille. Donc, évidemment, une famille de classe moyenne, mais les femmes étaient à la maison. Les femmes gardaient les enfants. Donc, les femmes s'occupaient des malades. Elles continuent à le faire, mais en ce moment, il y a une conscience de la valeur économique du travail des femmes. Maintenant, on distingue entre le travail payé et le travail non payé. Et on essaye de faire pour que les États fassent attention au travail non payé. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant une agenda sur comment faire que la vie des gens, des enfants, des personnes malades, des personnes âgées, ne soit pas portée par les femmes. Donc, il faut que l'État s'en charge. Donc, il y a des changements économiques qui sont très, très importants pour la vie économique des femmes. Mais la question de la santé, sans le droit sexuel et reproductif, les femmes ne peuvent pas aller trop loin. Et ça, c'est nouveau aussi. Donc, c'est combien d'années qu'on a ça? Et encore, il y a une discussion là-dessus. Il y a des pays qui ne sont pas d'accord. Donc, je pense que dans la question de la santé des femmes, la santé sexuelle et la santé reproductive est un élément très très important qui va évidemment dans la loi, mais aussi la pratique et aussi la culture. Justement, vous disiez qu'il y a pas mal de pays où les droits sexuels et reproductifs sont encore tabous. Cette année, la déclaration de la CSW 69, qui se déroule en ce moment, donc, fait l'impasse sur les droits sexuels et reproductifs, encore une fois, comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans. On a de temps en temps l'impression que l'histoire patine. Mais je vous laisse continuer sur les femmes autochtones. Ce sont des femmes extrêmement résistantes et courageuses de manière générale, parce qu'elles ont leur terre chevillée au corps et au cœur, il me semble, du peu que je connais. Mais vous pouvez nous en parler beaucoup mieux parce que vous les connaissez. Non, moi, j'aime beaucoup quand elles disent, par exemple, que les territoires, donc la terre, a un lien direct avec leur corps. Donc, le corps et la terre n'est pas divisé comme dans le monde urbain. Donc, pour les femmes autochtones, c'est pour ça qu'elles luttent pour la protection de leur territoire, comme elles luttent pour elles-mêmes. C'est exactement la même passion, si on peut dire, pour protéger leur corps et protéger leur territoire. Ça, c'est très très important parce que le territoire, c'est la nature. Le territoire, c'est pas seulement la terre, c'est les fleuves, c'est toute la nature qui est autour. Donc, les animaux, c'est tout un ensemble de protections qu'ils sont capables de faire. Et c'est pour ça qu'elles défendent leur terre. Et c'est pour ça aussi qu'elles sont tuées. Parce que c'est incroyable quand on connaît de près la quantité de femmes qui ont été tuées parce qu'elles défendaient leur terre, parce qu'elles défendaient les fleuves. Surtout parce que maintenant, il y a des investissements très très puissants dans les mines, il y a des investissements très puissants dans le pétrole, dans les territoires qui sont à eux.
aux peuples autochtones. Donc les femmes sont toujours en première ligne pour défendre leur territoire. Et je crois qu'elles nous montrent comment il faut faire. Donc je ne peux pas oublier certaines choses qu'elles m'ont dit. Par exemple, Rigoberta Menchú, qui est la prix Nobel du Guatemala. Je me rappelle quand j'ai travaillé 4 ans au Guatemala comme représentante de l'UNICEF, elle me disait, vous regardez tout près. Il faut regarder l'horizon. Il faut toujours regarder l'horizon, parce que c'est dans l'horizon que vous voyez clair. Alors, des choses comme ça m'ont ouvert les yeux. Mais c'est pour n'importe quoi, ce qu'on mange, la façon dont on guérit les maladies. C'est la façon dont elles comprennent l'humanité est tout à fait différente que la nôtre. Donc, à mon avis, ils ont vraiment le futur entre les mains. Et moi, je pense toujours que si un jour les humains, nous allons disparaître de cette terre, de cette planète, elles seront les dernières. En effet, c'est une vision optimiste. Chère Gladys, avez-vous le sentiment de devoir aujourd'hui continuer à porter le flambeau, ou bien pensez-vous que c'est à la nouvelle génération de le faire? Parce qu'on me pose souvent la question, et je n'étais pas à Pékin il y a 30 ans, mais je fais partie de la vieille génération. Maintenant, j'interrogeais l'autre jour une jeune indienne qui a 22 ans et qui me disait, mais vous savez, c'est très important qu'il y ait un lien entre l'ancienne génération et la nouvelle. Je pense par exemple que les femmes autochtones ont cette sagesse. Parce que elles ont toujours un respect pour leurs anciennes personnes, les aînés, mais en même temps, il y a les jeunes qui poussent et qui vont devant. Et moi, je crois que il faut faire les deux choses. Mais surtout, à mon avis, ma génération doit écouter les jeunes pour les soutenir. Et quand même, l'histoire existe. Donc, ce n'est pas que nous avons fait mieux, parce que chaque génération on fait ce qu'on peut. Mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les nouvelles générations sont très puissantes. Je crois qu'elles sont très bien informées, beaucoup mieux que nous, mieux informées. Et quand même, je crois que la technologie va aider. J'écoute beaucoup que la technologie et la violence contre les femmes, à l'égard des femmes. Ok, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Donc, j'ai l'impression que les nouvelles générations, d'abord hommes et femmes, parce que je vois que les hommes ont évolué, positivement, aussi. Et ça aussi, je l'ai vu chez les peuples autochtones. Donc, où ils ont une idée du rapport homme-femme différent que nous. Donc, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cette façon de lier les personnes avec plus d'expérience avec celles qui commencent leur vie. Mais si je viens de l'UNICEF, et je dois vous dire, aujourd'hui, les enfants sont beaucoup plus importants. Et la vie des enfants est, si vous parlez vraiment, sérieusement, avec un enfant, même de 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils ont des idées beaucoup plus développées que beaucoup d'adultes. Donc, j'ai toute confiance dans un rapport différent, qualitativement différent, entre les générations. Mais évidemment, ça ne va pas se résoudre tout simplement parce que les gens ont une bonne volonté. Il faut vraiment qu'il y ait des changements très importants dans le monde. Merci beaucoup, chère Gladys. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire en conclusion sur le thème des droits des femmes dans le monde et sur ce rassemblement, tout de même impressionnant, chaque année et encore aujourd'hui, de femmes engagées de tous les continents? Moi, je crois vraiment au pouvoir politique des femmes. Mais il faut quand même que ce soit des femmes qui aient une vision pour leur pays, sur les problèmes, une vision critique. Parce que il y a des femmes dans la politique qui sont très égoïstes et qui sont vraiment dans des cadres politiques, à mon avis, assez négatifs. Donc, ce n'est pas suffisant d'être femme. Il faut vraiment qu'il y ait des femmes avec du pouvoir, mais des femmes qui aient une conscience politique ouverte au monde, ouverte
à améliorer les conditions de tout le monde. Parce que ce monde-là peut être beaucoup mieux. Avec toute la technologie et toutes les ressources qu'on a aujourd'hui, on devrait avoir des meilleurs résultats. Donc, il faut vraiment, moi je pense, c'est un moment pour les femmes, mais à condition de lutter. Parce que ça ne viendra pas tout seul. Donc la lutte, c'est le plus important. Je vous remercie beaucoup, Gladys Acosta Vargas, pour ce témoignage et pour cet échange très riche. On sent en vous une femme non seulement d'expérience, mais de grande humanité. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde, afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Ce podcast a été réalisé depuis les Nations Unies à New York. Merci à notre partenaire exclusif, la Fondation Raja Daniel Marcovici. Merci à toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.